à mes invités, donc Tanguy de Saint-Cyr et Céline, et Céline qui nous reçoit dans ces locaux, dans ces nouveaux locaux que sont Mangrove, la serre urbaine. Comment se passe l'événement? Alors effectivement, le concept c'est 15 minutes, une intervention d'un naturaliste, d'un scientifique. Donc c'est aujourd'hui donc Tanguy qui nous parlera des volcans. Et puis 15 minutes, une personne côté entreprise, et c'est effectivement Céline qui nous parlera finalement du même sujet, mais du point de vue entreprise. Voilà. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a 20 minutes, les sujets, l'un et l'autre ne vont pas commenter ou peu l'intervention de chacun. Mais c'est vous, les spectateurs, les présents ou en vidéo, qui êtes amenés à poser des questions et à faire des liens. Donc n'hésitez pas, dans les 20 minutes qu'on aura de questions-réponses, à faire des liens entre les deux présentations. Très souvent, on me demande d'où viennent ces idées. Je ne sais pas comment elles sont venues, c'est pas très grave, on passe. Par contre, ce qui est très important, c'est que je vais vous proposer un petit accueil, ce que j'appelle accueil de soi. On va prendre 3 minutes, bien librement, vous le faites ou vous ne le faites pas, mais simplement prendre, là où vous êtes aussi, peut-être s'enraciner au sol et prendre 3 grandes respirations, si vous voulez bien. Pour eux aussi, ça va m'aider aussi et nous à faire baisser la pression suite à ces problèmes techniques et ces problèmes de TCL et voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bah, si vous voulez, on peut fermer les yeux. Et imaginez que vous soyez, par exemple, un arbre ou une montagne, ce que vous voulez. Et là, déjà, bien s'enraciner au sol, bien au contact du sol. Et puis, voilà, bien enraciné, vous pouvez vous redresser si vous voulez, et bien sentir votre corps. Et puis, je vous propose maintenant de faire 3 grandes respirations, bien profondes. Et de relâcher doucement. Voilà, bien respirer avec le bas du ventre. Voilà, je vous propose tout simplement de commencer l'événement. Je vais commencer par présenter Tanguy de Saint-Cyr. Alors, je sors mes lunettes, je vieillis. Donc Tanguy, vous êtes issu d'une... Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes issu d'une famille de passionnés de volcans, donc à l'instar de vos parents. Et vous avez transformé, ça me parle, votre passion en un métier. Voilà, donc permettre dès 1983 au grand public d'assister à des éruptions volcaniques. Pour ce faire, vous êtes cofondateur du tour opérateur et agence de voyage Aventure et Volcan, voilà, situé à Lyon. Au départ, décrié par les volcanologues, et notamment par Haroun Taziev, qui a mis 2 ans à vous répondre en vous disant « Laissez les volcans aux volcanologues ». Aujourd'hui, bien accepté par les volcanologues, les précurseurs de ce bon accueil furent entre autres Maurice et Katia Kraft, plus ouverts à la vulgarisation et au plus grand nombre. Chaque année, vous permettez à plus de 1500 passionnés de volcans et d'éruptions volcaniques de voyager sur une 50aine de circuits différents à travers le monde. Vous participez très régulièrement aussi à la réalisation de reportages pour la télévision et notamment avec Jamy, avec Le Monde de Jamy. Et voilà, donc merci d'avoir accepté notre invitation avec Chloé. Et vous allez maintenant donc, nous donner 3 exemples, 3 illustrations et nous parler des signaux faibles en lien avec les volcans. Voilà. Voilà. Donc, l'exemple pris pour les signaux faibles, je vais vous parler de 3 volcans, qui sont le volcan Turrialba, Vulcano et Kilauea à Hawaï. Et comment on les surveille. Donc, les volcans, c'est en fait, c'est des montagnes. Hop là, j'ai pas encore. Excusez-moi.
sens. C'est vraiment sensible. Voilà. À la différence des montagnes, les volcans, qui sont aussi des reliefs montagneux, ont une évolution qui est très très rapide par rapport aux volcans. À peu près 500 millions de personnes vivent dans les abords des volcans dans le monde. Pourquoi? Parce que ils ont donné naissance à des terres très très fertiles. Et donc, depuis tout temps, les gens se sont rapprochés des terres fertiles des volcans pour cultiver, pour vivre et autres. Et bien sûr, si les volcans ont donné la vie, une grande partie de notre atmosphère et de l'eau provient des volcans sur Terre. Donc ça a été des éléments essentiels pour la naissance de la vie. Ces montagnes de feu, en fait, ont quelquefois des accès de colère et provoquent des éruptions. C'est des éruptions généralement qui sont assez destructrices, meurtrières. Et donc, ce qu'il faut prévoir, c'est ces éruptions et savoir comment les détecter. Avant une éruption volcanique, vous avez toujours des signes précurseurs. Certains disaient que 3% des éruptions volcaniques n'avaient aucun signe précurseur. C'est pas vrai, c'est qu'on ne savait pas les mettre en évidence. Les premiers, c'est les signes visuels et sensoriels. Donc, avant une activité éruptive, vous avez le volcan qui va manifester quelques signes précurseurs, qui peuvent être donc l'apparition d'un panache volcanique, donc des gaz volcaniques qui sont généralement très riches en vapeur d'eau et en gaz carbonique, en dioxyde de soufre, en dioxyde de carbone aussi, vont être émis. Donc c'est assez visuel et les gens s'aperçoivent qu'il y a quelques mois, le volcan n'avait aucun panache et maintenant il y a un panache et ça peut devenir inquiétant. Ces gaz sont acides et mélangés à l'humidité de l'air ambiant vont provoquer des problèmes sur la végétation. La végétation peut être altérée par ces gaz acides. Donc, aux alentours des volcans, on l'a surtout vu sur le volcan Turrialba, la végétation petit à petit va mourir et l'herbe va devenir jaune, les arbres vont perdre leurs feuilles et ça peut arriver en quelques mois à une destruction totale de la végétation aux abords d'un volcan. Vous avez l'activité sismique aussi ressentie. Quelques mois avant une éruption, les gens, surtout la nuit, c'est là où il n'y a pas de bruit parasite, où on est allongé dans le lit, d'un seul coup le lit se met à bouger. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et donc ça, c'est l'activité sismique que l'on a aux alentours des volcans. Et elle peut être de plus ou moins grande importance, mais à partir de 3, sur l'échelle de mesure de la sismicité, à partir du niveau 3, on commence à ressentir ces effets. Et puis, après ou pendant cette activité sismique, en fait, l'activité sismique est provoquée par du magma profond qui va vouloir remonter vers la surface. Et comme la Terre n'est pas élastique, le magma, en se faisant son passage à travers des fractures, va ébranler le volcan et ces mouvements provoquent les séismes. À la surface, on va s'apercevoir que vous avez des fractures qui vont apparaître dans la roche. Vous allez avoir des glissements de terrain, des avalanches. Donc c'est toute cette montagne, cette roche qui est en mouvement. Alors c'est pas très visible, mais c'est, comment dire, si on y fait attention, on voit cette évolution du volcan. Plus on se rapproche du volcan, plus l'évolution est rapide et impressionnante. Ça, c'est ce qu'on disait il y a encore 2 siècles. Et puis, on s'est aperçu que ces signaux, en fait,
on pouvait les percevoir bien avant. Et ça, donc, c'est plus simplement une observation visuelle. On va utiliser des instruments pour essayer de mettre en évidence ces signaux très faibles que l'on peut détecter grâce à différents instruments de mesure. L'utilité de ceci, c'est, sachant qu'il y a 500 millions de personnes qui vivent aux abords des volcans, c'est de les prévenir en temps voulu, c'est de faire de la vulgarisation en disant, voilà, il est possible qu'un certain jour, dans une semaine, dans un mois, dans quelques années, ce volcan où vous habitez rentre en éruption. Et donc, on fait de la prévention. On commence par les écoles en disant, voilà, on fera, s'il est nécessaire, un plan d'évacuation. Si jamais il y a un tremblement de terre, quel est le comportement à avoir? S'il y a une éruption volcanique, quel est le comportement à avoir? Donc, il y a de la prévention. Les volcanologues vont réaliser une carte de risque autour du volcan. Donc, les zones qui sont relativement protégées où on peut déplacer les populations, les zones à risque qui sont à évacuer en cas d'activité éruptive. Et puis, quand le moment est venu, quand l'éruption va avoir lieu, eh bien, on crée un périmètre de sécurité autour du volcan pour éviter d'avoir des gens qui arrivent dans ce périmètre. Donc, on évacue les personnes et on empêche les gens de revenir sur place. Certains pays, par exemple, comme en Indonésie, on évacue les gens, mais on n'évacue pas leurs animaux, l'élevage. Donc, les gens vont avoir tendance, vont être évacués par la protection civile, par les militaires, et vont revenir chercher leurs animaux. C'est un problème à régler dans le futur. Il y a certains pays, par exemple comme le Costa Rica, qui prévoient aussi un plan d'évacuation pour les animaux. Et ça peut être des vaches, ça peut être des chèvres, des animaux d'élevage qui se trouvent sur les abords des volcans. Alors, ces signaux faibles qui sont pas ressentis par les hommes, on va être obligé de les classer et ça va être des disciplines de recherche dans les observatoires volcanologiques. Donc vous avez la microsismicité, c'est tous les tremblements de terre qui ont lieu sur un volcan, mais qui ne sont pas ressentis par l'homme, c'est-à-dire de 0 à 3 sur l'échelle de Richter. On utilise donc un instrument pour mesurer la fréquence, l'intensité de ces séismes. Par la suite, en recherche, on va trouver beaucoup de plus d'informations dans ces relevés qui vont permettre, sur un temps assez court, de pouvoir localiser la chambre magmatique du volcan, connaître à peu près son volume et son évolution. Une éruption volcanique, c'est une chambre magmatique. Alors, la chambre magmatique, elle est toujours pleine d'un magma. C'est une pâte plastique qu'on appelle visqueuse, qui se trouve sous le volcan et qui est en rapport avec la surface par la cheminée éruptive. Une éruption, c'est souvent un magma plus frais, moins dense, qui va pénétrer à l'intérieur du vieux magma. Et cette différence de densité va faire réveiller le vieux magma. Ce mélange va provoquer des gazements, donc des gaz vont remonter à la surface. Donc pression sur les parois, donc ça va impliquer une sismicité, une déformation du sol. On a parlé au début des panaches. Alors tous les volcans émettent des gaz dans l'atmosphère à travers le cratère, à travers des fractures, et ces composés gazeux sont importants. Il faut absolument connaître rapidement leurs composés pour comprendre ce qui se passe dessous. Alors c'est assez simple à comprendre. L'élément plus volatile dans le magma, c'est l'eau. Vous avez beaucoup d'eau dans le magma. Ce magma, quand il remonte à la surface, la pression diminue
et permet à cette eau de sortir du magma. Et c'est les premiers gaz qui apparaissent de la vapeur d'eau. C'est notoire, c'est blanc, très visible. Le magma va continuer à monter, la pression diminue, et il y a un autre gaz qui va sortir, c'est le gaz carbonique. Après, c'est les gaz le dioxyde de soufre. Après, ça va être l'acide chlorhydrique. Après, ça va être d'autres gaz. Et selon le rapport entre un gaz et l'autre, en quantité, ça va nous donner une indication sur la profondeur du magma. Quand on n'a que de la vapeur d'eau, le magma est très profond. Quand on a de la vapeur d'eau et du gaz carbonique, le magma est un peu plus haut parce qu'il y a moins de pression. Quand on a de la vapeur d'eau, du gaz carbonique et des gaz comme l'anhydride, le dioxyde de soufre, c'est que le magma est plus haut. Si on trouve des gaz fluorhydriques, le magma est à la surface. C'est un gaz qui apparaît vraiment, il est un peu visible parce c'est un blanc laiteux, un peu bleu. Et dès que ce gaz est mis en évidence, c'est que le magma est à quelques centaines de mètres sous le cratère. Donc ça, c'est vraiment important. La déformation du sol, donc on en a parlé. Quand vous avez des volcans qui se déforment, un exemple, c'est le Mont Sainte-Hélène. Le dôme qui était dans le cratère du Mont Sainte-Hélène, entre le moment où le réveil a commencé et le moment de l'explosion, le fond du cratère est monté de 150 mètres. Donc, imaginez que la roche n'est pas élastique. Donc pour faire monter le fond du cratère de 150 mètres, c'est de la roche qui va se fragmenter, et des fractures vont apparaître, des éboulis, des avalanches vont être provoquées à l'intérieur même du cratère. Et puis aussi, un peu plus fin, on va aller chercher des anomalies. Alors pour ceci, on va s'approcher du volcan, s'approcher du cratère ou de la zone à risque pour aller chercher ces anomalies. Alors ces anomalies, ça peut être des anomalies thermiques. Si vous avez une fracture avec des remontées de gaz, et le gaz de très chaud, ils se séparent du magma, ils sont à peu près à 1200 degrés, ils remontent en surface, et quand ils arrivent en surface, ils ont toujours une température qui est à plus de 100 degrés. Ça peut aller de 100 à 700, 750, 800 degrés. Donc, ces endroits où le gaz remonte, ces gaz vont réchauffer la roche, et là, on va trouver une anomalie thermique. Gravitationnelle, on a parlé de la densité du magma. Le magma qui remonte, c'est un magma qui est moins dense, donc il va y avoir des anomalies de gravité à la plombe de ce magma, donc on les met en évidence. Magnétique, un volcan, c'est une zone, vous savez que dans le monde, il y a comment on appelle ça, des anomalies magnétiques. Hein, il y a des endroits où le pôle nord est bien indiqué, d'autres, il y a des déviations. Et quand vous allez sur un volcan, vous avez une boussole. La boussole, elle se balade selon l'endroit où vous êtes, parce que vous avez beaucoup de magnétites qui sont comprises dans les roches. Cette magnétite, quand elle est froide, elle a un pouvoir d'aimantation. Dès qu'elle passe 500 degrés, elle perd son pouvoir d'aimantation. Donc, si vous avez une énorme masse de magma qui se réchauffe, qui remonte vers la surface, certaines anomalies magnétiques vont disparaître. Au contraire, quand le magma se refroidit, certaines anomalies, merci, magnétiques vont disparaître. Aussi, on fait des mesures de résistance électrique des roches. On fait passer un courant faible dans une roche et on voit quelle est sa conductivité et quelle est sa résistance. Cette même roche, on peut lui faire changer d'état. C'est-à-dire qu'on peut la compresser et en la compressant, cette roche, elle va devenir de plus en plus conductrice.
Cette pression, elle est due au magma qui remonte. Les roches sont comprimées et la résistance électrique diminue. Donc, c'est aussi un signe précurseur qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas ressentir, mais qui est mis en évidence par les instruments qu'on peut utiliser. Alors, Tanguy, on arrive aux 15 minutes. oui. Est-ce que vous pourriez donner un exemple, par exemple, passer aux exemples et après on reviendra aux exemples peut-être dans les questions-réponses. Ok. Ça va? Alors, un exemple, par exemple, le volcan Kilauea à Hawaï, c'est un volcan qui est très connu dans le monde, qui est souvent en activité. Vous avez un cratère, donc le cratère du Kilauea avec un lac de lave, et puis quelquefois ce volcan a des éruptions fissurales. Ces éruptions fissurales sont généralement destructrices parce qu'elles apparaissent généralement vers les zones habitées. Donc vous avez une maison, vous n'êtes pas très loin du volcan et il est possible un jour qu'une fracture s'ouvre dans votre jardin et que vous avez une belle fontaine de lave qui apparaisse. Voilà, donc là c'est l'éruption de 2018. 2018, les gens étaient tranquillement grillés chez eux et il y a une fracture qui est apparue qui était à peu près à 30 km du cratère. Cette fracture faisait plusieurs centaines de mètres de longueur et vous avez des fontaines de lave qui ont apparu entre 100 et 150 mètres de hauteur et la lave s'est mise à sortir et dévaler dans le jardin, vous voyez, des serres, une habitation, des plantations. Et d'un seul coup, comme un arbre de Noël dans votre jardin, vous avez un très beau spectacle, un spectacle qui est dramatique parce que la lave recouvre tout. Si vous n'avez pas la rapidité de sauver tout ce que vous pouvez reprendre dans votre maison et partir en voiture, Hawaï, c'est ça. Donc, ça, c'est le lac de lave du Kilauea, Hawaï. Et ce lac de lave donc, est sur une fracture. Et quelquefois, ce lac de lave va se vidanger. Il se vide. C'est là qu'on met l'anneau. Comment? L'anneau, Seigneur des Anneaux. Voilà, exactement. Cette lave va s'injecter dans les fractures. Et ces fractures, à plus ou moins longue distance du volcan, vont émettre la lave qui en sort. L'éruption de 2018 a duré du mois de juin au mois de septembre. Ça détruit 1700 maisons et la lave est arrivée jusqu'à la mer et l'activité s'est arrêtée. Et les gens par la suite vont attendre que ça refroidisse, reconstruire dessus jusqu'à la prochaine éruption. Et les assurances payent derrière. Elles sont pas dégoûtées. Très bien. Merci. De rien. Bravo. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter Céline, que certains connaissent. Donc Céline, merci beaucoup de nous accueillir dans tes nouveaux locaux et de nous régaler avec le petit déjeuner. Alors, qui es-tu, Céline? Tu as 44 ans, tu es mariée, tu as 2 enfants et tu es fondatrice de Mangrove. Qui est donc la société qui nous accueille. Tu as un parcours en agence de communication et la IT, objets connectés et logiciels. Les collectivités, c'est là que nous sommes connus au Grand Lyon. Qu'est-ce qui relie toutes tes expériences? Peut-être justement un vrai fil rouge social. Et c'est comme ça que tu as fondé Mangrove, dont le nom résonne à mes oreilles bio inspiré. Et qu'est-ce que tu proposes à tes clients? Justement, c'est ton agence Mangrove, et c'est une agence de design sociétal qui co-crée avec ses clients des solutions sensibles et opérationnelles à l'écoute des singularités, des invisibles, des sans-voix, des signaux faibles. Peut-être que c'est des belles phrases, mais tu nous donneras peut-être des exemples pour que ça parle aux gens. Voilà, tu vas donc aujourd'hui nous partager ton expérience et celle de ton agence sur cette écoute des signaux faibles, et notamment dans la société et les entreprises. Et merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette nouvelle aventure. Donc j'ai fondé effectivement, je vais mettre comme ça, Mangrove en 2017. Donc effectivement, agence de design sociétal, donc on se demande un peu ce que c'est, ça fait un peu chic dans les dîners, donc voilà. En fait, on est 11 personnes et notre ADN, c'est vraiment l'écoute active. Donc voilà, Alexis m'a parlé des signaux faibles, je me suis dit, bon, là, je pense que c'est notre bon sujet, c'est même
voilà, Axel qui nous a mis en lien sur ce sujet. Notre métier, c'est se mettre en empathie, en fait, avec les gens au sens large. On va les interviewer, les observer, les interroger, les rassembler aussi en groupe pour voilà, qu'il y ait une expression commune et que ça puisse se nourrir des uns des autres. Et notre métier, c'est aussi de décrypter les enjeux sociétaux et de voir comment ça vient voilà, modifier la fabrique de la ville et aussi impacter la manière de penser un service, une organisation. Donc, c'est assez global, finalement, comme approche. Donc, on est à la fois spectateur et acteur de ce monde qui est en évolution permanente dans lequel nous vivons et nous assistons à tout ça. Et on est aussi un peu des vigies de cette transformation, dans le sens voilà, des mouvements de la société, des entreprises. C'est vraiment intéressant d'être dans ce double rapport, quelque part. Et vraiment, quand on parle des signaux faibles, moi, ça me fait penser à un battement de cœur, quelque chose qui est à peine audible au début, voilà, et puis après ça s'accélère à devenir peut-être très, très, très important et presque un peu assourdissant. Donc, c'est vraiment ce bruit du battement de cœur qui me fait penser le signal faible. C'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est que, voilà, quand, par exemple, je vous parle d'un tiers-lieu, quelqu'un qui peut être un slasher, un pop-up store, une épicerie coopérative, enfin, des choses comme ça, vous vous dites, bon, c'est des nouveaux usages de communication, mais ça existait dès 2008, quand on regarde un peu les premières idées qui sont sorties là-dessus. Et on se rend compte que finalement, en 15 ans, voilà, ces prémices d'idées, elles sont devenues des phénomènes de consommation et des phénomènes de société. Donc, c'est intéressant d'aller regarder un peu ces petites choses, ces prémices qui se passent. Patrick Duchemin, qui est un sociologue, qui a écrit un bouquin que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Le pouvoir des imaginaires », il parle de micro-faits qui annoncent le futur. Donc, c'est ça, finalement, ces signaux faibles pour les caractériser un petit peu et qui est intéressant. Et pour, du coup, finalement, c'est la qualité d'écoute de ces signaux faibles qui va vraiment jouer. Et comment on arrive à cette qualité? Il y a quelque chose qu'il faut activer, quelque chose où on dit souvent c'est un vilain défaut. Ce quelque chose, c'est la curiosité. Voilà, pour arriver à être dans cette écoute des signaux faibles. Et c'est une curiosité qui est un peu particulière parce qu'elle se veut sans jugement. C'est-à-dire que l'idée, c'est de comprendre la grille de lecture de l'autre sans forcément avoir des biais. Alors vous allez me dire, bon, c'est un peu compliqué d'être sans jugement parce qu'on a tous nos croyances, voilà, de notre environnement social, de nos relations, de notre éducation. Mais on peut quand même se dire, essayer d'avoir un regard un peu candide, un peu sans a priori, un peu neutre, voilà, comme l'aurait un peu un enfant quelque part. Et ça nous permet finalement de prendre du recul et de se rendre compte à quel point parfois on ferme notre cerveau à des choses qui peuvent être activées parce que justement on a ces biais. Donc c'est intéressant d'essayer de ne pas avoir de jugement. En tout cas, quand on travaille les designers chez Mangrove ou ailleurs, les designers, c'est vraiment une qualité qu'ils peuvent essayer d'activer, d'être dans cette écoute active, et ça, c'est vraiment intéressant. La curiosité aussi, c'est d'être toujours aussi ouvert et intrigué. Alors, parfois, vous pouvez avoir une parole dans un podcast, ce que vient de dire Tanguy sur les volcans, quelque chose, je sais pas, le toucher d'un tissu, l'odeur dans un lieu, enfin, toutes ces choses-là qui mettent la curiosité en éveil grâce au sens. Donc ça, parfois, on n'y fait pas toujours attention. Et finalement, le fait de mettre ces sens en éveil permet d'aiguiser cette curiosité et du coup d'aller capter des signaux faibles que du coup on n'avait pas forcément envisagé au départ. La curiosité aussi, c'est d'être attentif finalement à des choses, enfin vous pouvez faire des connexions qui peuvent être improbables. Je ne sais pas si vous mettez en rapport l'odeur d'un lieu et puis je sais pas, le volcan, peut-être que ça va vous faire penser à quelque chose. Donc le cerveau fonctionne, je suis pas neuroscientifique, tout ça, mais bon, il y a des choses qui se passent et du coup ça vous fait penser à des signaux faibles qui s'activent. Et donc, ce qui est intéressant finalement, c'est le rapprochement de ces choses-là qui fait que ça vient prendre un sens. Vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un nouvel usage qui est créé, peut-être une nouvelle tendance, voilà. Et donc, c'est la fréquence de ces rapprochements qui fait que ça devient vraiment un signal faible. Je vais vous donner du coup des exemples concrets. Voilà, c'est des choses que ça fait, je dirais, 2 ans, c'est un peu dans l'air et on voit que c'est en train d'émerger, qu'on observe, voilà, donc dans notre travail. Et un premier point, c'est celui de la démission silencieuse. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, on peut pas dire que c'est un signal faible parce que finalement, déjà les médias l'ont conceptualisé, donc on va dire que c'est une tendance qui émerge et qui monte et auquel les entreprises elles doivent être vigilantes. Donc voilà, c'est un peu plus qu'un signal faible. Mais finalement, quand on décortique, parce que ce qui est intéressant, c'est de décortiquer le chemin qui nous a fait arriver à cette démission silencieuse.
C'est finalement, il y a eu le Covid, ça a suspendu voilà, nos vies, ça a cassé voilà, ce qu'on pensait être un peu de la science-fiction, bon, bah, c'est arrivé hein, concrètement, donc là on était un petit peu tous sous le choc. Alors il y en a qui ont adoré ce moment, c'était un moment vraiment génial, et d'autres qui ont eu beaucoup de difficultés. Et certains se sont dit, voilà, ont un peu pris le temps de réfléchir au sens de leur vie, à ce qu'ils avaient envie de faire. Et ils se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient, c'était pas la folie, quoi, concrètement. Donc ils se sont dit, bon, on a peut-être envie de changer les choses, mais bon, comme c'est pas des révolutionnaires, ces gens-là, bon, ils sont restés quand même dans leur entreprise, mais du coup, ils se sont mis à faire ce que leur fiche de poste leur demande. Pas d'heures sup, pas de réponse à des mails, pas de rentrer dans un cercle qui peut être parfois compliqué pour certains. Et donc, c'est ce qu'on appelle la démission silencieuse. C'est le fait d'aller au travail, mais pas de faire plus, et de pas être dans un engagement complet comme on pouvait l'avoir avant, et d'avoir ce rapport-là au travail. Donc, quand on regarde en Chine ce qui se passe avec voilà, ces jeunes branchés là, qu'on appelle les tangping, qui ça veut dire rester allongé, je ne parle pas chinois, je vous rassure. Mais finalement, eux, tout d'un coup, il y a eu cette vie à contre-courant qui est complètement contre le productivisme chinois de l'État et même de leurs parents, et qui se sont dit, mais pourquoi en fait on vit cette vie-là de travail infernal? Et du coup, ces jeunes branchés, donc qui sont que quelques-uns au départ, mais comme il y a les réseaux sociaux, ils ont beaucoup d'influence parce que du coup, ils montrent aux autres Chinois que il y a une nouvelle vie qui est possible, une autre vie qui est envisageable. Et donc, c'est comme ça que ce signal faible de quelques-uns, l'influence fait que finalement, on arrive à un phénomène de société. Et ça interroge vraiment les entreprises, voilà, sur le rapport finalement au travail, le rapport au chef d'entreprise, le rapport au manager, à la rentabilité de l'entreprise. Donc ça, finalement, c'est voilà, un signal faible qui devient un signal fort, qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment cette réaction en chaîne qui était intéressante à créer dans le chemin. Le deuxième signal faible que je voulais vous partager, alors c'est quelque chose qui est plutôt un micro-fait, là, pour l'instant. Nous, voilà, dans Chez Mangrove, ça fait plusieurs fois qu'on entend parler un peu de la même chose et qu'on se dit, tiens, il y a quelque chose peut-être à creuser là-dessus. C'est voilà, le fait que quand on a voilà, c'est quelque chose qui nous tient à corps par rapport à la différence dans la société. On sait très bien que la société elle est très normée, on est très stéréotypé aussi parfois dans nos rapports, et dès que les gens sont un peu différents, on trouve ça bizarre et du coup on le met un peu à distance. Et quand voilà, on travaille beaucoup sur l'inclusion chez Mangrove et sur la ville inclusive, et on a fait un brainstorming avec des parents de jeunes qui sont dans une maison d'accueil spécialisée de la Fondation VE à Dessines, dans le cadre du projet Decide, là. Et donc, il y a une maman qui s'appelle Caroline, qui a une jeune fille qui est autiste déficitaire, donc ça veut dire qu'elle ne verbalise pas son besoin, et qui disait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on s'adresse à ma fille en la regardant quand on va dans les commerces, et que, du coup, il puisse y avoir un début, peut-être pas de conversation, mais d'interaction, parce que là, aujourd'hui, les gens, ils s'adressent à moi, c'est comme si elle n'existait pas. Donc ça, c'était quelque chose qui, elle, était très fort pour elle, et qui a montré ce degré de frustration. Et on s'est dit, il y a quelque chose quand même qui interpelle par rapport à ça. Un deuxième signal faible, c'est l'association GRIM, voilà, avec qui on travaille également dans le cadre du projet Dessine, et qui refaisait son siège vers Garibaldi à Lyon. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait post-Covid beaucoup de violences, de gens qui, en fait, ils s'occupent de gens qui ont des problématiques psychiques, qui viennent pour voilà, différentes questions, donc ils sont peut-être déjà un peu en stress quand ils viennent parce qu'ils ont des questions d'ordre juridique ou financière à aller voir. Et quand ils arrivaient à l'accueil, le ton montait, des violences très importantes avec des gens qui ont même cassé voilà, les accueils. Et donc, la question, c'était comment on arrive à baisser cette tension et comment on arrive à faire que l'interaction sociale, elle soit plus apaisée et donc qu'on se comprenne mieux. Donc, deuxième signal faible sur cette question de l'interaction sociale et de comment pouvoir communiquer ensemble. Voilà. Ensuite, on a un autre sujet sur lequel on travaille avec la métropole de Lyon, qui est le projet métropolitain des solidarités, qui est un schéma directeur sur 5 ans. Et on a eu la chance de travailler avec le GEPI, qui est un groupe d'usagers qui fréquentent les maisons des métropoles et qui donnent un peu leurs besoins. Et pareil, ils ont dit, nous, quand on arrive dans la maison des métropoles ou ailleurs, on voit le manque de considération. Tout de suite, les gens ils disent, bon, qu'est-ce qu'elle va me demander voilà. Donc, du coup, il y a encore ce besoin de prise de conscience dans l'interaction. Voilà. Donc ça fait trois signaux faibles, qui se répètent. Et là, on se dit, il y a quand même quelque chose, parce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience des collectivités, des établissements médico-sociaux, des gens qui le vivent, qui l'expriment. Donc, du coup, il y a une écoute, une prise de conscience. Donc, on dit que là, il y a certainement quelque chose à aller creuser
pour du coup peut-être voir qu'il y a peut-être un changement de la société qui est en train de s'opérer sur l'interaction, les communications alternatives et de se rendre compte que finalement il y a des nouvelles manières de communiquer. Donc voilà, c'est un signal faible que je vous partage. Nous, chez Mangrove, notre travail, ça va vraiment être de créer des outils de communication alternative, d'essayer de faire que l'interaction puisse se faire. Voilà, c'est une prise de conscience qui est timide, mais qui est en cours. Donc ça, je trouve vraiment intéressant à partager. Et, j'aurais hâte de savoir un peu ce que vous en pensez juste après. Donc finalement, si on synthétise ce rapport aux signaux faibles, il y a du coup, prendre conscience qu'on a des préjugés et donc des biais cognitifs et donc qui altèrent finalement notre observation et donc d'essayer de faire un pas de côté par rapport à ça et de comprendre la grille de lecture de l'autre. Pourquoi, comme si on mettait une caméra finalement à travers ses yeux et essayer de mieux le comprendre, d'être resté connecté au terrain. Bon, ça c'est clair et net si on voit ça d'un rapport à un loin ou si c'est un rapporté par des médias ou rapporté par, il faut aller voir, concrètement, il faut vivre les choses pour les sentir et puis du coup activer en tout cas tout ce qui est de l'ordre de la sensation, de l'émotion, qui sont aussi des signaux faibles auxquels on ne fait pas souvent attention et qui, du coup, nous disent aussi des choses auxquelles il faut être attentif. Et puis, c'est d'observer de la répétition. Quand une fois, 2 fois, 3 fois, alors, du coup, ça interpelle et du coup, on se dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire et il y a peut-être une attention particulière à porter sur ces mouvements de société qui ont passé d'un signal faible à un signal fort, finalement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager ce matin. Donc écoutez, merci beaucoup, c'était super. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, ou des remarques, ou déjà des liens. Voilà. Et je pose la question aussi aux personnes qui sont loin. Alors je ne sais pas si ce sera possible d'avoir la question, mais bon, déjà les gens qui sont là. Oui. Alors j'en ai une pour chacun. J'en posais qu'une pour l'instant. Oui. Ouais, je veux bien. Comme ça, des gens. Ah oui, parce que les gens qui sont loin, nous t'entendrons bien. Merci. Je trouve ça passionnant cette histoire des signaux faibles. Je me demandais juste sur l'exemple que vous avez donné, le deuxième, ce besoin d'interaction, ce besoin d'être entendu, d'être écouté dans sa différence, est-ce qu'il n'a pas toujours existé? Qu'est-ce qui est différent fondamentalement aujourd'hui par rapport à... Il a toujours existé et ce qui est différent, c'est la prise de conscience finalement des collectivités, des établissements médico-sociaux, finalement un peu ceux qui encadrent, parce que justement il y a une reconnaissance de violence, donc ils se disent mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens sont... quand on regarde le chemin, c'est vraiment le Covid qui a embarqué les gens vers autre chose, une non-communication, après doublée d'une incompréhension, fait que le terrain est un peu explosif. Et c'est ce qui change, c'est la prise de conscience. En fait, c'est vraiment ça. Après, quand on a commencé à travailler ce sujet et que la maman Caroline nous a parlé du coup de son besoin, le premier réflexe, on est allé sur le marché. Et sur le marché, il n'y avait pas de prise de conscience pour le coup. Les forains nous disaient oui, on prend dans le porte-monnaie, on regarde, on dit 3, 4, et puis c'est bon, quoi. Et puis ils n'avaient pas envie d'aller chercher autre chose. Et on s'est rendu compte que là où il y avait quelque part, parce que pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait prise de conscience des deux côtés, c'était la pharmacie, c'était la mairie, c'est tous les établissements recevant du public un peu plus large. Et donc là, on sent qu'il y a cette émergence-là de prise de conscience à ce niveau-là. Pour qu'il y ait signal faible, il faut qu'il y ait prise de conscience pour que ça existe et que du coup ça devienne un peu plus large. Oui. C'est pas la peine de bouger. Okay, vas-y, parle bien fort et je vais essayer de parler bien. Je vais essayer de parler bien fort. Ouais. Je voulais rebondir sur cette question de la capacité émotionnelle. Je crois qu'il y a sans doute aussi une question de civilisation. J'ai lu un livre récemment sur la capacité super pouvoir du Nunchi, qui est la capacité relationnelle des Sud-Coréens, pas les Nord-Coréens. Nord-Coréens, ça peut être un peu différent. Des Sud-Coréens. En gros, ils ont vraiment cette question de l'interaction sociale. Et c'est un élément qui est très fort, visiblement, chez eux. J'aimerais beaucoup y aller, j'y suis pas allé. J'ai simplement vu ça à travers le prisme de ce livre qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Et de se dire, c'est la capacité, effectivement, à prendre en compte l'autre et
d'avoir effectivement, de développer une interaction sociale. Et ça fait partie réellement, visiblement, voilà, de cette capacité à faire société en tant que telle, et qui est reconnue comme ça. Voilà, c'est le nunchi, et ça donne un élément qui est vraiment très fort. Il y a sans doute aussi, voilà, des différences sociétales qui sont assez fortes selon les cultures en tant que telles. Ça, c'est juste pour abonder sur ce petit point. Et je voulais j'avais une question, en tout cas, c'était plus sur ce qui m'a frappé dans vos deux présentations, c'est le fait qu'on a un certain nombre de signaux faibles qui sont visibles, qu'on peut appréhender. Alors, sur les volcans, on le voyait bien à travers la nature qui périclite et qui annonce quelque chose. De la même manière sur ces relations sociales. Et à côté de ça, il y a des signaux faibles qui sont pas perceptibles et qui impliquent d'avoir de la technologie en tant que telle. Ça m'a frappé, parce que ça peut être aussi un élément qui va, je parlais de réseaux sociaux qui amplifient en tout cas un certain nombre de phénomènes. Et je voulais avoir votre sentiment à tous les deux justement sur peut-être la part qu'il peut y avoir entre ce qu'on peut percevoir et là on a besoin effectivement peut-être de capteurs ou d'avoir des antennes supplémentaires et l'interaction que vous faites entre les deux types de signaux en tant que tels. Merci. Alors oui, je pense que l'homme en évoluant a perdu et perd de plus en plus ses sens. Donc il y a une altération qui peut-être n'est pas visible chez les animaux. C'est pour ça que quelques siècles avant Jésus-Christ, les Chinois utilisaient les oies pour détecter les tremblements de terre. Les tremblements de terre avaient lieu, fort on le ressentait, pas très fort. Certains animaux, certaines carpes dans les rivières, certains animaux comme les oies, s'appelaient à un comportement différent. Ça veut dire que plus on va aller dans le futur, moins on va avoir la capacité d'enregistrer ces signaux faibles. Donc on se complaît dans le monde dans lequel on vit et petit à petit on perd de la sensibilité. Donc je pense que point de vue des volcans, des tremblements de terre, nos ancêtres étaient peut-être beaucoup plus réceptifs à ces signaux faibles, qui leur disaient oui, vous êtes sur un volcan, vous avez des très belles vignes sur les pentes de l'Etna, c'est certaines choses à peine visibles, ça peut même être un ressenti. Hein. Il est le moment de partir, et puis on reviendra. Et maintenant, je pense que on attend le dernier moment, on y pensait, c'est arrivé, tant pis. Voilà, mais c'est un petit peu ce que je ressens. Il y a un point intéressant, c'est le côté de l'intuition que tu dis là, et qu'aujourd'hui on écoute mal, et finalement, quand on se reconnecte à son corps, ses émotions, on se rend compte de l'impact de l'environnement sur une interaction, si on reste sur l'interaction sociale. Là, dans la serre urbaine, on a essayé de faire justement les couleurs, la lumière, les formes, les matières, tout est travaillé pour apaiser, pour être dans un endroit un peu cocon. Et ça, il y a d'autres entreprises ou d'autres lieux qui le font très bien. Et c'est vrai que prendre en compte toutes ces potentialités qui jouent sur les émotions, tout ça, ça va donner des signaux faibles de la personne. Peut-être d'énervement, de compréhension. Et c'est vrai il faut vraiment se reconnecter à soi et se reconnecter effectivement à la nature. Alors si on fait le lien avec la médiation animale, c'est quand même, je veux dire, le rapport entre l'homme et l'animal, il est très connecté. On voit les animaux qui sont énervés quand nous-mêmes on est énervés. Du coup, ça, c'est des sensations qui peuvent être aussi très révélatrice finalement de signaux faibles dont on ne se rend pas forcément compte ou qu'on ne verbalise pas. Et ça, c'est super riche aussi d'aller chercher auprès des animaux ce dialogue, même si ce n'est pas verbalisé, on est trop dans l'intellect. Il faut bien parler, sinon on n'arrive pas à se comprendre. Et il y a plein d'autres façons de se comprendre, quoi. Alors,
après Valérie. Oui, ouais. Le lien résonne très très fort depuis le début à travers vos deux interventions. Céline, tu as beaucoup dit prise de conscience. Et moi, ce qui me vient là, en parallèle de vos deux interventions, c'est vraiment combien, pour être connecté à ces signaux faibles, il faut élever son niveau de conscience, finalement, et ne pas rester sur le visuel, ce qui est en surface, qui peut donner, effectivement, là on est dans les biais souvent, quand on est dans la surface, et aller en profondeur, creuser, explorer. Tu parlais d'observer tout à l'heure, mais je constate que le travail qui est fait sur les volcans elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de ce qui est visuel, on va, avec des instruments, creuser, explorer, c'est ce que tu fais aussi, Céline, en allant interroger le public. Et je trouve que c'est un phénomène qui résonne beaucoup avec la société aujourd'hui aussi, c'est-à-dire pour être renoué avec ses sens et sa sensibilité, c'est ce que vous disiez, Tanguy, c'est combien, pour être à l'écoute des signaux faibles, il faut renouer avec sa sensibilité et élever son niveau de conscience. Merci. Merci beaucoup. Philippe? Alors, moi, c'est la question, et j'aimerais vous faire parler tous les deux de notre capacité à accepter les signaux faibles. Est-ce qu'au bout du compte, on n'est pas des Cassandres? Voilà, c'est-à-dire qu'on sait. Alors, pourquoi? Parce que le signal faible, c'est deux choses. C'est l'anticipation pour l'action. Et puis, de l'autre côté, c'est l'inspiration, c'est la recherche, et on avance. Là, on est plus éloigné de l'action. Et quand on anticipe, quelquefois, le signal faible, on peut se planter. Enfin, c'est justement, il est faible, c'est pas que c'est... Voilà. Donc, c'est vrai que nous, en général, voilà, aujourd'hui, on a un problème d'électricité, de facture, donc ça compte. Et essayer de faire réfléchir les gens en même temps qu'ils doivent payer leur électricité et de leur faire réfléchir sur les problématiques de sécheresse. Je pense aux entreprises, enfin, peu importe, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'on ne pense qu'au présent, quoi. Enfin, voir ce qui s'est déjà passé et on essaye de réagir. Voilà, donc voilà, il y a l'erreur et le risque. Comment est-ce qu'on peut le voir? Je peux donner un tout petit exemple. Je pense à certaines entreprises où on a des recherches sur les signaux faibles, entre les impôts, entre la Banque de France, entre un certain nombre de gens. On sait, avant les entreprises, statistiquement, que ce type de boîte va avoir un problème. Et pourtant, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire pour les créanciers, on ne peut pas le dire parce que même quelquefois, le fait de le dire le provoque. Allez, je ne laisse pas dessus. Alors, en volcanologie, on se heurte à un problème, qui est le problème du temps. Nous, en tant qu'humains, on vit sur une échelle de temps d'1 année. Les volcans, c'est 1 million d'années l'échelle de temps. Donc, en volcanologie, on dit, on se trompe rarement. En fait, c'est le temps qui est mal évolué. Et qui est mal évalué, pardon. Donc, des signaux faibles, en tant que responsable, si je détecte certains signaux faibles et que j'ai une population à risque à un certain endroit, je ne peux pas dire, il est possible que je me trompe ou que je ne me trompe pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes précautions et j'évacue. J'évacue une population, on l'avait vu lors de la crise de la soufrière en Guadeloupe. On a évacué. Haroun Tazieff disait qu'il ne fallait pas évacuer. Avec du recul, il avait raison. Mais les personnes qui ont pris la décision d'évacuer le Basse-Terre, c'était pour protéger les populations. Ils se sont trompés. Mais, comme l'échelle des temps n'est pas la même, on a fait une erreur. Si on reporte à notre temps d'1 seconde, mais la seconde d'après, il est possible que cette erreur, que ce ne soit pas une erreur, que ça soit quelque chose de réel, où il fallait évacuer. Donc, on a cette problématique du temps qui, pour les volcans,
pour la géologie est basé sur 1 million d'années et non sur une année. Alors, je n'ai pas de montre. On en est où par rapport au temps? 9h-5. Il reste 3 Non, heures. moins 5. Sur l'échelle du temps. Ok. Sur l'échelle du temps. Alors, on va. Merci beaucoup. Et tu peux peut-être réagir et puis on va aller vers la conclusion. Ouais, ça marche, mais j'ai 2 minutes. Mais en fait, moi, je pense que, enfin, on parle beaucoup d'agilité, tout ça. Je pense qu'il faut vivre avec. On ne sait pas finalement ce qui va se passer concrètement. Donc, l'idée, c'est plutôt de vivre avec des scénarios. Donc, scénario 1, scénario 2. Et puis de se dire, bah voilà, comment ça pourrait se passer dans l'anticipation. Donc, c'est plutôt de se dire, voilà, d'envisager plusieurs pistes. Et puis de voir celle qui. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu ma façon de vivre. Et de voir celle qui remonte et qui passe à l'action, justement. Alors, effectivement, quand il y en a une quand on est vraiment sur un point de frustration, là on parlait de l'énergie, quelque chose qui prend toute la place, c'est difficile de pouvoir envisager des scénarios, mais c'est aussi presque échappatoire ou un peu, positif de faire ça, puisque de se dire ça c'est très important, mais si ça se passait autrement, voilà. Donc voilà, moi je dirais ça par rapport à cette question d'agilité et d'envisager des scénarios un peu, plein de scénarios qui nous rendent créatifs et qui nous font voir peut-être aussi des chemins de traverse qu'on n'avait pas envisagés au départ. Tanguy, un mot de conclusion par rapport au signaux Phelps. Alors, il faut continuer, je pense, sur cette voie. Chaque année, on trouve de nouveaux moyens, de nouveaux systèmes, de nouveaux instruments de mesure pour les mettre en évidence sur les volcans. Et il y avait des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc, c'est en grattant, en allant chercher ces instruments, on essaye d'imaginer un instrument qui puisse nous permettre d'enregistrer des signaux faibles qui pourraient ne pas être connus en ce moment. Je pense très souvent aux animaux, les animaux qui s'affolent alors que les instruments de mesure que l'on connaît n'ont rien détecté. Il y a forcément quelque chose qui inquiète l'animal, qui est beaucoup plus sensible que nous, et qui réagit à cette inquiétude avec une manifestation particulière. Je dirais juste une petite chose, Oui. les oies ont peut-être évolué aussi. Oui, les oies, les carpes, Oui, tout ça, ça a voilà, évolué aussi. il y a une évolution, mais je pense qu'elles sont moins gênées par, je dirais, tout ce qui entoure l'humain. C'est-à-dire que l'animal n'a pas cette problématique de conflit, militaire, de problèmes d'énergie et autres. Donc, il va évoluer selon son milieu, mais beaucoup moins rapidement que l'humain. Ouais, c'est même le contraire, j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus il y a de la technologie, moins on a de la sensibilité. Ouais, pour conclure, effectivement, on a beaucoup parlé de sensible ce matin. Je pense que c'est sensible, mais aussi objectivation. Enfin, est-ce qu'on parlait avec les mesures, c'est vraiment ce double regard qui permet du coup d'être plus juste sur les signaux faibles. Voilà, sensibilité et objectivation. Voilà, ce sera mes 2 mots là. Très bien, merci beaucoup à tous. Merci, ouais. et à vous pour la... En fait, ça fait une bonne introduction pour le prochain Émer matinal qui aura lieu donc le 27 avril prochain avec la joie de travailler avec Florence Beffet et Valérie Charrière-Villain sur les chevaux et à la découverte de notre leadership authentique. Et en fait, ça me permet aussi de faire la conclusion par rapport à ce qu'on vient de vivre. Finalement, on voit qu'effectivement qu'il y a un enjeu. Ça ne suffit pas de voir les choses. Il faut finalement accuser réception de ce que l'on voit. Parce qu'on peut rester en déni, parce qu'on peut aussi être dans une société qui ne veut pas voir, des choses qui sont des fois gros comme le nez au milieu de la figure. Donc effectivement, sûrement un enjeu d'élever notre conscience comme certains l'ont dit, et puis de grandir avec, comme on l'a vu dans la préparation de cette énergie matinale, de grandir dans la confiance en nous aussi, dans notre expérience. Dans ce qu'on a vu, dans l'écoute peut-être des anciens, et puis aussi la reconnexion aux animaux, la reconnexion au vivant, parce que les animaux et le vivant
ont une sensibilité, je pense notamment aux éléphants en Asie avant le tsunami, qui 24 heures avant ont arraché leur chaîne d'acier. Eh bien voilà, se remettre à écouter tous les vivants et pas uniquement les vivants dans notre tête. Voilà, écoutez, merci beaucoup et puis à bientôt. Et puis pour ceux qui sont là, je vous propose de partager un café. Voilà. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que je fais, ce que je propose depuis 40 ans, j'ai une petite brochure pour vous. Donc, ma société va fêter ses 40 ans en juin, l'activité. Et donc, depuis 40 ans, je suis confronté au volcan et à la sécurité de mes clients. Là, c'est point de vue signaux faibles. J'ai plein d'anecdotes où certains signaux m'ont fait réagir à temps. Ou pas. Oui. Je suis là, donc c'était toujours à temps. Les clients ne sont pas. Quelquefois, c'était chaud. Je sais que quand je suis sur un volcan actif, mes sens sont en éveil type radar. Hein, je suis pas dans ma salle de bain et j'entends quelque chose de bizarre. J'ai un ressenti inexplicable. Il m'est arrivé une anecdote à Hawaï un jour qui a été inexpliquée et qui a fait rire certains.